m'ont demandé de quels moyens nous disposons pour faire rendre gorge aux nouveaux pilleurs de l'économie nationale, étant donné que nous n'avons pas le pouvoir. Moi, je voudrais d'abord rappeler que lors de la campagne pour les élections législatives de 2007, j'avais demandé aux populations de ne jamais donner la majorité au président Yahya Jammeh. Ne lui donnez pas la majorité. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'avais envie de remplir les bancs de l'Assemblée par des députés du PRD ou par des députés du G4. Ce n'était pas ça. C'est parce que je voyais bien qu'en lui donnant la majorité à l'Assemblée, on lui permettait de verrouiller tout le système. Et vous l'avez vu, la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas? La HAC, la Cour suprême, la Haute Cour de justice. Vous lui donniez les moyens de verrouiller tout le système. Or, il était évident qu'un président qui agissait dans la précipitation, qui naviguait à vue, qui n'avait d'autre objectif que sa réélection, ne voulait se servir de ces instruments de contre-pouvoir que pour caporaliser et s'assurer sa réélection. C'était évident. Mais malheureusement, vous le savez, quand on dit ces choses-là, on n'est pas écouté. Et c'est après seulement que les gens se rendent compte que c'était la vérité. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile en se servant uniquement de l'arsenal de nos institutions de le faire partir. Puisque à la Cour de justice, ce sont ces hommes. À la Cour constitutionnelle, ce sont ces hommes. Partout, ce sont ces hommes. Alors, est-ce que nous, pour autant, nous allons baisser les bras? Non, nous ne baisserons pas les bras parce que, d'abord, nous nous battrons pour que la démocratie persiste. Regardez, nous sommes ici, nous parlons. Nous savons ce qu'il a fait pour bâillonner la presse. Et malgré cela, vous êtes là. Beaucoup d'entre vous diront ce qu'ils ont entendu. Mais la presse, c'est comme la fumée. Si vous mettez un panier là-dessus, ça fuit quand même. N'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous diront ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. C'est important. Nous avons fait une marche. Nous en ferons d'autres. Jusqu'à ce que nous soyons entendus. Nous ferons des sit-ins. Tout ça, c'est des moyens légaux. C'est la loi qui permet de faire cela. Et nous pensons qu'à force de faire cela, en plus, bien sûr, de ce que l'Assemblée nationale a comme arsenal de procédures là-bas, questions orales, questions écrites, interpellations. En plus de tout cela, nous pensons que ça va faire bouger les choses. Et c'est parce qu'il ne veut pas que les choses bougent que vous subissez les pressions que vous subissez. Mes chers amis de la presse, ce n'est pas pour Paul ou pour Pierre que vous êtes là. Vous êtes là pour servir la liberté, pour servir le droit d'opinion, pour servir le droit d'informer. Et je voudrais vraiment vous inviter très sincèrement et très respectueusement à continuer votre travail, à surmonter les pressions pour que le pays soit informé de ce qui se passe vraiment. Le correspondant de la BBC a parlé du problème de l'inondation et a dit quelles sont les propositions concrètes que vous avez à faire au gouvernement. Alors moi, je voudrais dire que notre rôle, à nous opposants, ce n'est pas à nous de faire des propositions concrètes au gouvernement. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et lorsqu'on vient diriger un pays où il y a une ville qui s'appelle Cotonou, on doit se dire que tous les ans, du mois de fin avril jusqu'au 14 juillet, il y a de la pluie. Il y a des inondations. Et on prend quand même des mesures provisoires, des mesures de circonstance. J'ai suivi tout ce qui s'est passé dernièrement. J'ai entendu, à la suite des motopompes achetées par le jeune Ataou dans un certain quartier de Cotonou, que le gouvernement, en survolant la ville, a décidé d'acheter des pompes pour pomper l'eau. N'est-ce pas? Bon, donc ça veut dire qu'il y a des choses à faire.
Il y a des mesures à prendre. Gouverner, c'est prévoir, surtout devant un drame qui est un drame récurrent, permanent. Par conséquent, nous n'avons d'autre chose à dire au gouvernement que de prendre ses responsabilités et de se dire qu'au mois d'avril prochain, il y aura encore inondation. Cela étant, je saisis cette occasion pour dire que, bon, j'ai entendu que le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté ou un décret décrétant l'état d'urgence. J'avoue très sincèrement, je me suis posé des questions. Parce que l'état d'urgence ne peut être décrété que dans des conditions précises. L'Assemblée nationale doit être saisie avant que ça ne soit pris. Et bon, j'attends de voir vraiment le test pour en connaître les contours. Et croyez-moi bien que si le test viole la Constitution, nous allons le dénoncer. On n'a pas besoin de prendre un décret d'état d'urgence avant de sensibiliser les partenaires au développement sur la situation d'inondation qu'il y a à Cotonou, à Porto-Novo et dans les environs. Vous avez demandé quelle est notre position par rapport à l'augmentation du prix de l'eau et de l'électricité. Moi, je voudrais dire très sincèrement ceci. L'eau et l'électricité sont des denrées de première nécessité. Lorsqu'on veut les augmenter, il faut, à mon avis, épargner ceux qui, manifestement, n'ont pas les moyens de payer plus que ce qu'ils payent déjà. Le Béninois qui n'a qu'une ampoule, qui ne consomme que 15 litres d'eau par mois. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire d'augmenter le prix de l'eau et de l'électricité pour cela? Nous avions pris à l'époque, n'est-ce pas, monsieur le ministre, nous avions pris des mesures qui graduaient les prix en fonction des catégories sociales. Mais il fallait qu'on applique de façon plus rigoureuse cette règle-là, au moins pour que les catégories les plus défavorisées ne subissent pas du tout d'augmentation. C'est déjà une première mesure qui aurait été prise. Et puis, ma foi, lorsqu'on a de l'argent qu'on distribue à droite, à gauche, 100 millions par-ci, 100 millions par-là, 200 millions par-ci, 200 millions à droite et à gauche, lorsqu'on pille les caisses de l'État de cette façon, je crois sincèrement que si on avait fait une bonne gouvernance financière, l'État aurait pu au moins partiellement régler ces problèmes-là, au lieu d'aggraver encore la précarité dans laquelle vivent les Béninoises et les Béninois. Enfin, quelqu'un a demandé si nous accepterions le dialogue social, le dialogue politique. Personne n'a refusé à l'époque de faire le dialogue. Nous avons seulement demandé qu'il y ait en quelque sorte des travaux préparatoires de ce dialogue-là, que nous puissions déterminer de commun accord avec le gouvernement quelles sont les composantes, quelles sont les personnes qui vont venir, de quoi nous allons parler et sur quoi nous allons aboutir. Mais au lieu de cela, le gouvernement a préféré que tout le monde vienne à la salle du peuple, au palais du Congrès. En une journée, on applaudisse le discours du chef et qu'on s'éloigne. Nous avons dit ça, ce n'est pas un dialogue. Et c'est comme ça que ça ne s'est pas fait. Et depuis lors, le chef de l'État n'a relancé personne, ce qui veut dire que sa conception du dialogue, c'était en réalité un monologue qu'il voulait faire avec la classe politique. Enfin, compte tenu des échanges avec le président Diouf, comme vous le savez, c'est une tradition que les échanges qu'on a eus avec une personnalité, surtout une personnalité du niveau du président